Le Sahel fait l'objet d'un grand intérêt de la communauté internationale en raison de la fragilité et de l'aggravation de la situation sécuritaire qui tendent à compromettre les perspectives de développement de cette région. Affligée par une combinaison de conflits armés, de terrorisme, de conditions climatiques extrêmes et d'instabilité économique, la région a été au centre des débats politiques internationaux, notamment en raison de ses problèmes de sécurité et des nombreux défis en matière de développement. La situation au Sahel est liée aux problèmes de sécurité. Et concernant la question de la sécurité, il y a quand même une incapacité pour les pays seuls d'assurer la sécurité des pays, avec ce que nous avons observé, parce que les djihadistes sont de plus en plus audacieux aujourd'hui, ils s'attaquent aux forces armées et font beaucoup de dégâts. Mais en plus, effectivement, de groupes armés terroristes qui effectivement sèment la mort et la désolation, vous avez également, et ça c'est un des défis les plus énormes, le conflit entre les différentes communautés. Donc on l'a connu par exemple au nord du Mali, on le connaît au Niger, on le connaît au Burkina Faso, dans les 3 pays en même temps. Au nord, quand même, nous avons assisté à une espèce d'éclaircie. Éclaircie avec le retour des Fama à Kidal. C'est extrêmement important, et puis dans un certain enthousiasme. À Tombouctou, ils se préparent à aller à Taoudénit et à Ménaka. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Maliens, avec les résolutions de ce qu'on appelle le dialogue national inclusif, sont arrivés quand même à commencer à appliquer et à relire ensemble, collectivement, ce qu'on appelle les accords d'Alger. Quand on va sur le bassin du lac Tchad, quand on va au centre du Mali, quand on voit le rétrécissement du lac Tchad, la raréfaction des ressources qui augmente la conflictualité et on arrive à des heures intercommunautaires, on voit que là, la pression sur les ressources, du fait d'une augmentation constante de la population non maîtrisée, est une réalité qu'il faut prendre en compte aujourd'hui si l'on veut arriver à résoudre de manière inclusive, mais aussi de manière holistique, cette crise sahélienne de plus en plus profonde. Alors que les attaques terroristes se multiplient au Sahel, malgré une importante présence militaire, les dirigeants des pays touchés demandent davantage d'intervention de la part des Nations Unies. Ces derniers mois, les attaques contre plusieurs bases militaires et des populations au Mali, au Niger ou encore au Burkina Faso se sont multipliées. Le Forum de Bamako est un espace de réflexion, de partage d'expériences et de points de vue sur les grands sujets de l'heure qui touchent le continent africain. La 20e édition du forum qui s'est tenue du 20 au 22 février sous le thème « Quelle Afrique pour 2040 » avait pour ambition de mettre en place des solutions aux défis démographiques, technologiques, climatiques et à la consolidation de la paix, de la sécurité et au développement inclusif et durable en Afrique. Les 20 ans du forum ont été un parcours de combattants, mais quelque chose d'assez intéressant parce que nous avons fait le voyage sur les grands axes de mouvement de l'Afrique. L'aménagement du territoire, les infrastructures, l'agriculture, l'éducation, la santé, le financement de l'économie. Et maintenant, le clou, c'est nous arrêter pour dire quelle Afrique devrions-nous avoir à l'horizon 2040. Et notre vision a été de dire nous voulons à l'horizon 2040 une Afrique apaisée, où il faut bon vivre, où les enfants sont heureux. Et ces enfants heureux sont dans la prospérité. C'est un rêve, hein? Et donc, dans la prospérité, quand ils bougent pour aller sur des autres continents, c'est pour aller se prélasser et revenir chez eux, parce qu'ils sont bien chez eux.
En marge de ce forum, le bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre UNFPA a organisé une session sur la démographie, la paix et la sécurité. Cette rencontre avait pour objet d'offrir une plateforme sur les relations entre le changement démographique et la survenance de conflits armés. Il était tout à fait normal qu'une réflexion sur l'avenir de l'Afrique à l'horizon 2040 puisse en tout cas jeter un regard croisé. Donc pour voir un peu quels sont les liens possibles entre la démographie, parce que ce sont les pays où nous avons également les taux de croissance démographiques les plus élevés. Ce sont également les pays où nous avons une crise qui est en train de s'enliser, je pense qu'il faut le dire. Mais c'est également les pays où les défis sécuritaires sont, j'allais dire, un peu les plus redoutables, sont en train de devenir un peu de plus en plus redoutables. Donc une conversation sur l'avenir de l'Afrique, ici à Bamako, aujourd'hui, ne pouvait pas ne pas, en tout cas, avoir cette question sur la table. Mais la deuxième raison, je pense que c'est le point que j'avais commencé, c'est vraiment la nécessité un peu de dépassionner le débat. C'est la nécessité de rationaliser la conversation et d'utiliser donc les données, les évidences pour voir un peu vraiment que nous disent un peu ces données empiriques. Qu'est-ce que nous pouvons lire à partir de ces données empiriques? Si les causes immédiates de cette instabilité sécuritaire se trouvent dans le chômage des jeunes, la rareté des ressources, les niveaux élevés d'inégalité sociale et la mauvaise gouvernance, le facteur démographique est de plus en plus mentionné. Ces conflits se déroulent dans un contexte social marqué par une transition démographique très lente qui se traduit par une forte croissance de la population. De façon empirique, il a été démontré que plus l'âge médian d'une population est jeune, plus la tentation est grande de recourir à la violence comme moyen de règlement des conflits. Pour parler familièrement, les jeunes ont le sang chaud. Et donc, il y a cela. Il y a également que les jeunes sont victimes de tous les problèmes liés au mal-développement et à la gouvernance. Ils sont une majorité démographique, comme je l'ai dit, mais ils sont une minorité sociologique dans la plupart de nos pays parce que nos structures sociales ne leur accordent pas l'importance qui devrait être la leur ou que leur poids démographique devrait justifier. Et dans un contexte où les systèmes de gouvernance ne correspondent pas tout à fait aux attentes des populations, il est compréhensible, je ne dis pas normal, mais il est compréhensible que les jeunes trouvent ailleurs que dans les systèmes formels les moyens de répondre à leurs besoins. Il faut d'abord se rendre compte de la limite de la réponse militaire. Comme on le dit souvent, jamais une Kalachnikov n'a pu tuer une idéologie. L'idéologie qui est derrière le djihadisme se combat par l'éducation, par la santé. Donc un investissement massif sur le capital humain, mais aussi la prise en compte des réalités locales, la mobilisation des jeunes, comme dans les grandes résolutions des Nations Unies de la 2250, mais aussi des femmes avec la 1325, et une prise en compte des réalités locales dans l'élaboration des politiques, mais surtout ne pas oublier cette corrélation bien évidente entre la démographie, la pression démographique, la gestion des ressources et la conflictualité qui augmente dans la région. L'UNFPA veut inciter les pays africains à autonomiser les femmes et à capitaliser sur la jeunesse. Le dividende démographique est décrit par le Fonds des Nations Unies pour la population comme une hausse de la productivité économique qui se produit lorsque le ratio de la population active par rapport au nombre de personnes à charge s'accroît. La capture de ce dividende démographique permettra d'atteindre un développement durable et inclusif partout sur le continent et plus particulièrement dans la zone sahélienne la plus vulnérable. Lorsqu'on travaille un peu sur le thème, nous avons beaucoup hésité. Est-ce qu'il fallait parler de dividende démographique, paix et sécurité ou simplement parler de démographie, paix et sécurité? Donc c'est vrai que si la situation actuelle que vivent les pays du Sahel se poursuit, je pense que les conditions de capture d'une dividende démographique deviennent de plus en plus hypothétiques.
C'est pourquoi aujourd'hui, il est important que la communauté internationale puisse venir en tout cas au chevet de l'Afrique et faire en sorte que, au moment où il faut renforcer la réponse militaire, que les pays puissent également être accompagnés pour la réponse humanitaire, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui dont la vie, la survie ne dépend que de cette assistance internationale dont les pays n'ont pas l'espace fiscal. Maintenant, la troisième chose qui est également importante pour le partenariat international, c'est que les investissements dans le développement qui aujourd'hui, il faut le dire, ne sont même pas à l'ordre du jour, parce qu'il s'agit aujourd'hui de sauver les populations, d'assurer la sécurité, que nous puissions également avoir une coopération internationale beaucoup plus militante. Cette session du forum s'inscrit dans le cadre de réflexion et d'actions concertées pour répondre aux défis humanitaires et de développement dans la région. Les prochaines étapes constitueront la revue des monographies qui ont été discutées et la revue du livre blanc qui permettront au mois de juillet prochain de se rencontrer de nouveau à l'occasion d'un symposium à Dakar pour établir et mettre en place une stratégie pour la mise en œuvre d'un plan d'action définitive afin de répondre aux défis rencontrés dans les pays du Sahel et au-delà. Au Mali, 85% des femmes sont victimes de violences basées sur le genre, selon le ministère de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le One Stop Center de Bamako, un trait d'union entre la justice et les femmes maliennes rescapées de violences basées sur le genre, est une unité logistique gérée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, supportée par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Le centre de réhabilitation offre des services d'assistance sécuritaire, psychologique et gynécologique. Les bénéficiaires sont les personnes survivantes de violences basées sur le genre. Le premier type de violence rencontrée, c'est surtout les agressions sexuelles. Mais en termes de gravité, nous rencontrons beaucoup de cas d'agressions sexuelles sur filles mineures. Il s'agit en fait des cas de pédophilie. Très souvent, c'est des gens qui ont des liens avec la famille de la fille. Et la procédure judiciaire pose problème. La prise en charge au niveau du centre, nous avons la prise en charge médicale, nous avons l'assistance psychologique, la prise en charge sécuritaire et la prise en charge juridique et judiciaire. Les principes du centre, c'est d'avoir le respect, il y a la confidentialité. Quand la survivante est rassurée de la confidentialité, elle est ouverte pour l'entretien et elle sait qu'elle est suivie du côté sécuritaire et le côté judiciaire aussi. Nous avons une assistance juridique qui accompagne les survivantes. C'est le type de centre, je pense qu'il faut dans tous les coins du Mali et des pays de la sous-région. Bon, maintenant, c'est un dispositif, c'est une partie donc importante du dispositif qu'il faut compléter par l'adoption rapide de la loi sur les violences basées sur le genre. Et je crois que c'est un domaine où le Mali doit aller très vite et certainement s'inspirer de l'exemple de pays de la sous-région, je pense, qui ont pu prendre un peu le taureau par les cornes pour mettre en place un cadre juridique complet, un arsenal complet, sans lequel il ne nous sera pas possible un peu de gagner le pari un peu de l'élimination totale des violences basées sur le genre. Le Mali fait partie des 8 pays bénéficiaires de l'initiative Spotlight, initiée par l'Union européenne et les Nations unies. Elle vise à éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. L'initiative attire l'attention sur ce problème, l'amenant sous les projecteurs et le plaçant au cœur des efforts menés pour atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, en accord avec le programme de développement durable à l'horizon 2030. Récemment, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, a procédé à une remise de lots d'équipement d'une valeur de 152 milliards de francs CFA pour une meilleure prise en charge des survivantes et bénéficiaires.
En tant que ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, j'apprécie à juste valeur ce geste du système des Nations Unies et plus particulièrement de l'UNFPA. Parce que les violences basées sur le genre est un des défis majeurs de mon département. Donc ça vient pour la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre. Donc j'apprécie à juste valeur ce geste. Le financement de l'UNFPA appuie le département de la santé pour effectivement compléter cette gamme de services qui manquait effectivement à la santé de la reproduction. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui de savoir que plusieurs centres seront créés qui vont vraiment prendre en charge effectivement les violences basées sur le genre au Mali. Et surtout dans des zones où nous savons bel et bien qui ont été affectées par la crise. Donc c'est des femmes qui ont été affectées par la crise, c'est des enfants qui ont été affectés par la crise, c'est des adolescentes qui ont été affectées par la crise. Le niveau d'éducation au Mali est l'un des plus bas d'Afrique. Bien que le gouvernement se soit engagé à fournir un accès à une éducation de qualité à tous les enfants et à une augmentation constante des taux de scolarisation, la situation des filles est encore plus difficile que celle des garçons. Le taux brut de scolarisation dans le primaire est de 80% avec 70,7% de filles. Cependant, moins de 37% des filles atteignent la scolarité obligatoire de 9 ans. Les taux d'abandon scolaire des filles, en particulier dans le secondaire, sont très élevés. Souvent, les parents ne disposent pas des moyens nécessaires pour maintenir leurs enfants à l'école. Dans le cadre du programme d'éducation pour les filles et les jeunes femmes au Mali, soutenu par la République de Corée du Sud, ONU Femmes a organisé un cours de tutorat intensif d'1 mois pour les filles et les garçons dans cette communauté de Bamako. Durant les 4 week-ends du mois de mai 2018, 1007 filles et garçons de familles démunies de Bamako se sont préparés à l'examen national du lycée à travers les tutoriels. Fatoumata Konta en fait partie. Elle a été sauvée du mariage forcé et a obtenu son diplôme grâce à l'implication du projet conjoint UNESCO, UNFPA, ONU Femmes. Nous sommes allés à sa rencontre. J'étais à ma tante. Bon, j'ai fait le retour à mon village pour voir les parents. Donc c'est un garçon qui m'a vu ici. Il m'a demandé le mariage. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas faire le mariage maintenant, je vais faire mon étude. Donc, il ne m'a pas écouté. Il est parti chez nous de dire à mes parents qu'il peut me marier. Donc, mes parents ne me demandent pas. Ils veulent faire. Donc, j'ai fait le retour à Massina. Donc, je viens à mon frère. J'ai dit que je vais commencer mon étude. Donc, il m'a dit qu'il n'a pas de moyens. Donc, en attendant que j'ai écouté les radios, donc j'ai écouté les ONG à la radio de Liberté. Donc, et j'ai allé voir chez Koulibaly. Donc, de dire mon cas. Il a dit qu'il va me aider. Donc, il m'a amené à la classe de 9e année. Donc, je peux continuer mon DF. Secrétariat de direction. Je suis à la 2e année cette année. Fatoumata a démarré sa formation en novembre 2018. Elle a intégré un collège à Bamako, un pas en avant pour réaliser son rêve, et son succès a également convaincu sa famille quant à ses capacités. Pour moi, le mariage forcé n'est pas bon. Pour moi, il faut laisser les jeunes filles à faire leurs études. C'est ça que je veux. Moi, personnellement, je déteste le mariage forcé. Parce que pour moi, les jeunes filles, si ils ont étudié les écoles, ça peut nous aider, nous-mêmes les hommes, pour faire la meilleure éducation de la famille. Donc moi, je déteste vraiment les mariages forcés. Je n'aime pas les mariages forcés. Chez nous, les femmes n'ont pas droit à la parole. Ce sont les hommes qui décident du mariage des jeunes filles. Moi, personnellement, je veux que ma fille poursuive ses études et tout le monde pourra en bénéficier quand elle aura trouvé du travail. Elle pourra ainsi subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille.
Maman ne parle pas. On dit que ma fou coupmana. Les études priment sur tout. Le mariage se fera après. Elle aura tout le temps qu'il faudra pour cela. C'est mon humble avis sur cette situation qui n'arrête pas de faire des ravages dans notre société. C'est fini. La lutte contre les violences basées sur le genre s'étend hors du Mali. À Mani, à 91 km de la capitale du Tchad, N'Djamena, 1412 femmes réparties dans 82 groupements se réunissent régulièrement sur la place du village pour mettre leur savoir-faire en commun et développer des activités génératrices de revenus. Il s'agit de l'autonomisation des femmes. Payées 2000 francs CFA par hectare labouré, les femmes tractoristes de Mani ont acquis une notoriété au-delà des frontières de leur village. Le gouvernement, avec le projet Suède, a fait vraiment des miracles au Tchad dans sa phase pilote. On parle de l'Afrique de 2040 et cette Afrique 2040, c'est la petite fille, c'est elle qui sera cette actrice de ce développement en 2040, ce n'est plus nous. Et avec le projet Suède, ils ont appuyé, le gouvernement a pu appuyer 10 000 filles se trouvant dans des conditions vulnérables en leur assurant les frais scolaires, les kits scolaires, des bourses. Et celles-ci sont maintenues dans un programme de longue durée jusqu'à la fin du secondaire. Et l'année dernière, en 2019, parmi ces filles, nous avons eu 100 filles qui ont eu leur baccalauréat. Pour les femmes, avec le projet, dans la phase pilote, il y a eu 500 membres de groupements, 365 groupements féminins qui ont bénéficier des appuis techniques, d'accompagnement financier et tout. Parmi elles, on a 112 femmes aujourd'hui qui sont formées dans la conduite des équipements lourds agricoles. Elles conduisent elles-mêmes les tracteurs, chose qui se faisait auparavant par uniquement les hommes. Elles font de la maintenance. Aujourd'hui, elles sont autonomes. Elles gèrent elles-mêmes leurs espaces culturels. On a aussi formé 112 femmes dans la maintenance des énergies, des installations des énergies renouvelables solaires. Elles excellent vraiment dans l'installation des panneaux solaires au Tchad. Initialement présents dans 7 pays, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, le Suède, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, est financé par la Banque mondiale sous la supervision des ministères sectoriels et l'appui de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Au Tchad, plus de 13 000 jeunes filles vulnérables ont bénéficié d'un appui sous forme de kits scolaires, hébergement, paiement des frais de scolarité et soutien scolaire.